passez des heures à scroller sur Instagram, à consommer les vidéos de vos créateurs préférés sur YouTube en vous disant que vous aussi, pourquoi pas, vous pouvez créer par exemple de super vidéos de vacances bourrées de transitions, de plans de drone, de super slow motion. Et ça y est, vous tombez dans cette recherche frénétique de la meilleure caméra, de la meilleure lumière, du meilleur stabilisateur, du meilleur micro. Vous cassez littéralement votre PEL pour subvenir à toutes ces envies nouvelles. Vous recevez votre matériel, vous allumez la caméra et ça donne à peu près ça. Je m'appelle Ersan McGregor, comme le Jedi, pas le boxeur, et je vais vous parler de 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté la vidéo. Bon, faites pas attention à une petite erreur de précision là pendant le confinement. Voilà, on y va. Alors avant de plonger vraiment dans ce premier point, je vais vous montrer un petit clip que j'ai monté entièrement sur iMovie, qui est un logiciel de montage entièrement gratuit. À mon sens, le métier de vidéaste, réalisateur, créateur de contenu visuel, appelez ça comme vous voulez, c'est un des seuls métiers où on se doit de dépenser de l'argent pour pouvoir exercer. Entre les caméras, les objectifs, les lumières, les micros, trépieds, j'en passe et des meilleurs, le total des dépenses devient très vite élevé, alors qu'on ne sait même pas si on va vraiment apprécier le métier. Une de ces dépenses, c'est le logiciel de montage. Je suis pas là pour vous dire quel logiciel de montage choisir, ça c'est un autre sujet. On pourra y revenir dans une autre vidéo si quelqu'un voit cette vidéo parce que c'est la première. Donc voilà, j'en sais rien. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'au lieu d'investir dans un logiciel de montage quand vous commencez, peut-être plutôt prendre cet argent et le réinjecter dans un trépied par exemple, qui vous sera beaucoup plus utile au départ. Donc pourquoi pas utiliser un logiciel de montage gratuit comme iMovie. Vous avez vu dans le clip que je viens de vous montrer, on peut faire franchement des trucs hyper cool. Qui plus est, c'est hyper intuitif, ça fait pas peur. Il n'y a pas 1000 menus dans tous les sens, c'est hyper simple à comprendre, ça va droit au but. Et ensuite, si ça vous plaît vraiment, pourquoi pas évoluer vers un logiciel de montage professionnel comme Premiere ou Final Cut, qui d'ailleurs a une version d'essai de 1 mois de base, et en ce moment pendant le confinement, parce que j'enregistre ça pendant le confinement donc je sais pas quand ça sera sur la toile, en tout cas la version d'essai de Final Cut en ce moment a une période de 3 mois et ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'acheter une caméra qui fait forcément de la 4K. Alors je crache pas sur la 4K, évidemment ça peut toujours servir, notamment sur les face cam un peu comme celui-ci, on peut venir cropper sur le visage pour cacher des cuts. Ouais, j'ai fait ça. Oh putain. Mais voilà, mes premières vidéos professionnelles pour lesquelles donc j'ai été payé, j'avais une caméra qui était une Canon 70D, donc ça pouvait faire du Full HD uniquement. Le seul slow motion que j'avais c'était du 60 images par seconde, c'était même pas du 1080p mais du 720p, donc c'était une résolution franchement obsolète même à l'époque. Et franchement c'était pas plus mal parce que ça m'a permis en fait de compenser avec autre chose, à savoir le rythme de mes montages, le cadrage, les histoires que je racontais. Ça m'a vraiment forcé en fait à aller plus loin pour satisfaire mes clients à l'époque. Et en plus, qui dit 4K dit généralement un ordinateur un peu plus puissant que la moyenne pour faire tourner les rushs. Et autant vous dire que cette boule, je vous assure que ça m'a rendu absolument taré et que je ne le souhaite à personne d'avoir des blocages sur le montage et un logiciel qui crache toutes les 2 minutes, ça fait perdre un temps absolument taré. Les transitions, on pourrait en parler des heures, mais pour faire bref, il y a souvent cette envie chez les vidéastes débutants d'aller chercher des packs de transition en tout genre, des zooms, des super zooms, des machins, parce que ça a été notamment démocratisé par des mecs comme Sam Kolder, qui l'utilisent hyper bien d'ailleurs. Et étant débutant, en regardant toutes ces vidéos, on se dit que on va faire pareil, et on se met à mettre des transitions partout, avec des zooms, des luma fade, des machins, des trucs qui ne veulent rien dire. Quand vous allez par exemple au cinéma, vous allez voir un film, c'est rare de voir un film avec des zooms, des luma fade, des machins. C'est un peu pareil dans entre guillemets le monde professionnel de la vidéo, c'est-à-dire que si vous deviez shooter une interview pour un client, et vous ne viendrez pas à l'idée de passer d'un plan où vous êtes en train de filmer la personne interviewée à un plan de coupe ou de b-roll, appelez ça comme vous voulez, avec une transition un peu comme ça quoi. Ça serait hyper chelou, ça marche pas, et quelque part ça crie l'amateurisme. Hormis dans certains cas évidemment comme les clips de musique par exemple, où c'est vrai que on le voit assez souvent et c'est tout à fait normal. Encore une fois, je dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut les utiliser avec beaucoup de goût. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder des mecs comme Daniel Schiffer. S'il y a bien quelqu'un qui l'utilise bien, à mon sens, c'est lui. Mais autrement, 99% du temps, un clean cut, donc vraiment passer d'une image à l'autre sans transition autre qu'un clean cut, donc ça fait toujours le taf, c'est bien plus subtil et d'ailleurs ça fait même plus cinématique. Pareil, c'est un mot qui est un peu jeté un peu partout dans tous les sens sur internet. Je finirai juste par vous dire que vous savez tous ces genres de transitions là qu'on voit de base sur les logiciels de montage, vraiment les trucs comme ça absolument dégueulasses, c'est vraiment pas terrible. Non mais je sais même pas ce que j'ai mis, mais je sais déjà que ça va me faire marrer. Alors pour le prochain point, je m'adresse vraiment aux personnes qui souhaitent en faire un métier à plein temps ou à mi-temps d'ailleurs. C'est la bande démo, c'est hyper important. Moi j'ai eu tendance à le négliger pendant très longtemps, je vous assure que c'est une erreur que j'ai commise, que je regrette aujourd'hui, parce que j'ai vraiment vu la différence avant-après en termes de clients.
C'est hyper important, c'est votre CV, c'est votre carte de visite. Alors vous me direz, oui, mais comment je fais pour faire une bande démo si j'ai rien à montrer? Alors ma réponse, elle va peut-être pas vous plaire, je sais qu'il y a vraiment deux teams différentes sur ce sujet-là. Moi je vous dirais de faire des projets gratuitement. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait au départ, j'ai fait plein de petits projets gratuitement. J'ai trouvé pas mal de personnes finalement autour de moi qui avaient besoin de contenu. Puis en fait après c'était donnant-donnant, c'est-à-dire que je leur créais du contenu. Évidemment ils n'avaient pas vraiment trop leur mot à dire sur le projet parce que je le faisais gratuitement. Et puis moi ça me permettait en fait de créer quelque chose qui me ressemblait, en tout cas au départ, et de finalement obtenir une certaine crédibilité en termes de volume de travail déjà effectué auprès des clients que j'ai obtenus par la suite. Le dernier, le cinquième point, c'est acheter un stabilisateur. Je dis pas qu'il faut jamais en acheter un, je dis juste que pour commencer, on n'a franchement pas besoin de ça. Au jour d'aujourd'hui, mon stabilisateur, je l'utilise quasiment jamais au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Je trouve que c'est encombrant, je trouve que c'est chiant pour l'équilibrer à chaque fois, surtout que si on est sur des projets où on n'a pas trop le temps, c'est souvent le cas, où on est vraiment sur du run and gun, perdre du temps à le sortir, à l'équilibrer, quand on change d'objectif, ça déséquilibre le truc, on est obligé de le refaire, je trouve ça... Ok. Je disais, donc je l'utilise vraiment pas souvent. J'ai tendance vraiment à y aller à la main parce que j'aime bien un peu le côté que ça donne. Je trouve qu'on est bien plus libre des mouvements. Quand j'ai un mouvement, de caméra que j'ai en tête, que je veux reproduire, c'est tout simplement plus facile. Sauf si c'est vraiment un mouvement très complexe. On peut vraiment effectuer un tas de mouvements sans stabilisateur, juste avec la caméra à la main et produire du contenu hyper pro, hyper léché, et ça vous fera économiser énormément d'argent au début. Encore une fois, je parle vraiment pour les débutants et surtout ceux qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser 2-3 000 € tout de suite comme ça en débutant, ce qui je pense est le cas de beaucoup de personnes. Évitez d'acheter un stabilisateur au départ, ça sert à rien. Elle est bloquée comme ça depuis tout à l'heure. Hein. Ça va? Bon bref, je sais pas encore si quelqu'un va voir cette vidéo, en tout cas si quelqu'un la voit, faites ce que tous les youtubeurs vous demandent, à savoir vous abonner, cliquer sur la cloche, machin, tous ces trucs là. S'il vous plaît, et vous me reverrez peut-être si j'ai la pêche de reposter. Ça va bébé? Qu'est-ce que t'en penses? Je la pose pas? Ouais.